Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouvel épisode sur le collège football. Après cette petite pause et cette draft qui a pris la plupart du temps à tous, on va attaquer cette fois-ci la saison tout doucement en vous parlant, en faisant un épisode un peu spécial sur le transfert portal. Évidemment, on va commencer tranquillement en vous parlant en introduction un peu qu'est-ce que le transfert portal. Pour ceux qui connaissent ou qui connaissent pas, c'est toujours bien de faire un petit rappel. On a décidé de vous parler ensuite en première partie donc, du top 5 par poste des joueurs qui ont été recrutés lors de ce transfert portal. Et dans une deuxième partie, on vous donnera surtout chacun notre grand gagnant par conférence. On espère avoir quelques différences et quelques débats un peu animés à ce niveau-là. Mais avant de commencer tout de suite dans le vif du sujet, je vais vous présenter comme d'hab les deux personnes qui m'accompagnent. C'est toujours les mêmes. Le premier, c'est Rosu. Salut Rosu, comment tu vas? Salut à tous, content de vous retrouver après ce long intermède, et même la draft d'ailleurs, parce que c'est pas tant que ça notre sujet. En tout cas, maintenant, ces gens-là ne sont plus notre sujet. Exactement. Ils sont passés dans le grand bain. Et le second, c'est Bertrand, pardon. Salut Bertrand, comment tu vas? Salut, ça va bien aussi. Hâte de parler du transfert portal qui n'est pas forcément le sujet que j'apprécie le plus dans le college football maintenant, parce qu'avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Ça a quand même Mais changé. on va en parler, voilà. Les choses ont bien évolué et mon vieil âge fait qu'on a du mal à évoluer avec son temps. Exactement. Eh ben, écoute, c'est parfait. Merci pour cette belle transition. Je vais pouvoir du coup renvoyer la balle vers Rosu, qui va vous expliquer justement un peu ce qu'est le transfert portal. Et oui, alors, le transfert portal, on a l'impression que c'est un peu la possibilité pour tous les athlètes de transférer d'une université à l'autre. C'est pas complètement faux, surtout en ce moment, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Et notamment avant 2018, il n'y avait rien qui s'appelait vraiment transfert portal. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait personne qui ne transférait. C'est juste qu'en général, pour pouvoir transférer, il fallait te mettre d'accord avec ton université actuelle, etc. Et ensuite bah, tu pouvais quand même partir. C'était pas non plus la prison. Mais ça s'accompagnait quand même de ce qu'ils appelaient une année où où ils perdaient leur éligibilité, sauf, sauf si ils allaient par exemple en junior college. Le junior college, qu'est-ce que c'est aux États-Unis? Le junior college, en général, c'est après l'équivalent du bac, pour ceux qui n'ont pas assez de bonnes notes pour être pris en université. C'est une sorte un peu de remise à niveau pour après aller dans un vrai college, pas un junior college, disons. Et donc, il y a des joueurs qui faisaient ça. Par exemple, Alvin Kamara des Saints. Lui, il a été en high school, il est allé vers Alabama. Et ensuite, il a voulu transférer parce qu'il ne devait pas avoir assez de temps de jeu, etc. Il a dû faire 1 an en JUCO, donc Junior College. Ceux qui ont vu les épisodes de Last Chance You, vous verrez ce que c'est comme ça. Ceux qui ne l'ont pas vu, je vous le conseille. C'est plutôt sympa. Et donc, après ce Junior College, bah, ils peuvent ensuite retransférer vers une grosse université. Et donc, Alvin Kamara, pour reprendre son exemple, après ça, il a été à Tennessee. Donc, ça fait qu'il n'a pas pu jouer toute sa scolarité en Division 1, alors qu'il aurait pu, basé sur ses qualités. Et en fait, bah, c'était quand même ça avait quand même un gros impact du coup de transférer, sachant que l'éligibilité c'est 4 à 5 ans, perdre 1 an d'office, et en plus une fois qu'on va dans le JUCO, bah, on peut s'y blesser, etc. Donc pour retrouver après un gros collège, c'est pas forcément toujours gagné. Et on voit bien dans la série justement qu'il y a quelques joueurs qui sont virés par exemple de leur université pour des problèmes de comportement, etc., qui doivent faire ça et qui après ils se retrouvent malgré tout sans rien, alors que sortis d'high school, c'était des gens talentueux. Donc tout ça pour dire qu'il y avait déjà un petit système qui existait il y a déjà assez longtemps. En 2018, ils ont décidé de créer ce qu'ils appellent le transfert portal. Donc avant, il n'y avait pas vraiment de nom parce que ça se faisait un peu comme ça. Le transfert portal, ça permet aux étudiants en fait de s'inscrire sans que leur université leur ait donné
je sais pas, de lettre de sortie, par exemple, de s'inscrire pour dire qu'ils voulaient sortir. Et du coup, toutes les autres équipes voyaient, justement, donc ils étaient sur le transfert portal, donc ils souhaitaient partir. Donc c'était déjà une petite avancée. Malgré tout, à ce moment-là, il y avait quand même l'année d'inéligibilité. Donc en anglais, ils appellent ça sit out. Donc c'est entre guillemets, tu fais une année sur le côté, sur le banc, quoi. Où tu pouvais pas jouer directement pour l'autre équipe. Et là où ça a vraiment commencé à changer, c'est à partir de l'année 2021, où là, en fait, il y a eu le droit de faire que le premier transfert soit gratuit, entre guillemets, dans le sens où il ne soit pas pénalisé par perdre une année d'éligibilité. Et donc là, ça a été déjà un gros changement, parce que cette année, justement, à devoir être à côté, c'était quand même la plus grosse barrière à ce qu'il y ait beaucoup plus de joueurs qui rentrent sur le portail. Que ce soit parce qu'ils se voyaient bien que dans la Death Chart, ils étaient complètement à l'ouest, etc. Ils se disaient, ouais, mais si je change, je n'ai pas dit que je retrouve quelque chose, etc. Donc, vraiment, 2021, c'est le début du grand rush vers le transfert portal pour tous les joueurs qui n'étaient pas contents pour une raison ou pour une autre, pour changer d'université. Ensuite, à partir de 2022, c'est devenu... ils ont quand même limité un peu ça en mettant en place des fenêtres où les gens pouvaient transférer. C'était dû au fait qu'avant, justement, un mec, il faisait 3 matchs et puis il disait « Ah non, finalement, ça ne me va pas, je vais être remplaçant, je veux le transférer. » Et comme ça, donc, ils gardaient leur red shirt, etc., pour ceux qui pouvaient. Donc, ils ont limité au niveau des Windows. Donc, au début, il y avait, jusqu'à l'an dernier, il y avait 2 Windows, une à la fin de la saison et une après les Spring Practice. Ce qui fait qu'il y a des joueurs qui donc sont partis de leur université au mois de janvier, sont allés dans une nouvelle pour faire les Spring Practice, et finalement, ils ont vu que pareil, ils ne joueraient pas, hop, ou autre raison, et hop, ils rechangent d'équipe. Donc ça, c'est pareil, cette année au moins, ils ont limité ça à une seule fenêtre. Et donc, ça a déjà créé beaucoup de choses. Et en 2024, là, les transferts sont devenus illimités, entre guillemets. Donc le mec, il peut changer tous les ans d'université sans avoir aucun impact sur ses années d'éligibilité. Et donc là, du coup, c'est vraiment en 2024 que c'est devenu le grand n'importe quoi. Et il faut coupler ça aussi au développement de ce qu'on appelle la NIL, qui est entre guillemets le fait que les mecs sont payés maintenant pour l'université, alors qu'avant, ce n'était pas du tout le cas. Et la NIL, donc ça a commencé en 2021. Donc, entre guillemets, on a combiné les effets de la liberté de pouvoir changer quand on veut au fait d'être payé de façon discrétionnaire par l'université. Donc, si l'université te dit, bon, toi, écoute, tu gagnes 300 000, viens chez nous, tu gagneras 1 million, je comprends que le mec puisse se poser la question. Donc, ça a été comme ça, sachant que théoriquement, les équipes n'ont pas le droit d'aller voir un élève d'une autre université et de lui dire justement ce que je viens de dire, viens chez nous, tu gagneras le double. Théoriquement, c'est interdit. On a vu notamment avec les déclarations récentes d'Abo Swinney que c'était la règle. C'est pas pour ça que c'était complètement accepté. Donc il y a des pénalités envers les universités, mais pour l'instant, personne ne s'est vraiment fait gauler. Donc ça restait un peu au bon vouloir des universités de jouer le jeu ou pas. Mais bon, on peut se douter que certaines n'ont pas spécialement toujours joué le jeu. Et en fait, tout ça, pourquoi ils changent tout ça? Pourquoi il y a eu tous ces changements et toute cette libéralisation un peu de tout ça? Et c'est parce qu'en fait, il y a eu de plus en plus de recours juridiques. Et après, il faut connaître un peu plus le système américain en général, parce que ça marche un peu comme ça, mais il y a différents cas qui sont mis à un certain niveau. Et puis après, il peut y avoir un appel, et après, ça arrive à la Cour suprême, etc., etc. Et donc, grosso modo, pour la faire courte, entre guillemets, il y a des athlètes qui ont,
pour être payés et puis pour pouvoir transférer, ils ont commencé à argumenter sur le fait que la NCAA, c'était entre guillemets un trust ou un cartel, si on veut, et que donc ils menaçaient de faire des poursuites ou notamment ils appellent ça aux États-Unis des class actions, mais des trucs où il y a beaucoup de parties civiles, on va dire, et donc si la NCAA se faisait par exemple condamner pour être un trust, il pourrait avoir des gros dédommagements à payer aux student athlètes, etc. Donc ils ont décidé de libéraliser pour éviter un petit peu d'être pris dans les feux de la justice américaine. Mais bon, ils ont peut-être été d'un extrême à l'autre, justement. Avant, c'était vraiment trop rigide, et maintenant, c'est quand même complètement le bordel. Donc, il y a des choses qui se mettent en place un petit peu pour aplanir tout ça, poussé notamment par la NCAA et par les universités. Et par quelques anciens coachs, donc par exemple Nick Saban, l'ancien coach mythique d'Alabama, qui a été beaucoup consulté sur ce sujet, et lui, c'est pas un grand fan du transfert portable tel que c'est devenu. Donc voilà, il pense à revenir à un système où justement il n'y aurait qu'un seul transfert gratuit, et pas transférer tous les ans, donc ce qui déjà permettrait de calmer un petit peu les choses. Voilà, en termes de NIL, il y a aussi pas mal de garde-fous qui sont mis en place, il y a une cap, etc. Il y a les sponsoring par des boîtes, etc. Ça doit être, ils appellent ça clearé, donc validé par un organisme NCAA. Donc bon, il y a quand même des garde-fous qui se mettent un petit peu en place maintenant, mais on va dire que dans l'esprit, ils ont libéralisé à fond pour éviter les poursuites juridiques. Et maintenant que tout est libéralisé, ils veulent remettre en place des barrières, mais cette fois-ci avec un socle juridique un peu plus sérieux, on va dire, pour ne pas se faire attaquer derrière. Et donc voilà, en fait, le fait qu'il soit devenu payé un petit peu et le fait que le portal soit devenu si permissif, en fait, ça fait que maintenant c'est un petit peu une free agency dans le football. Et je pense qu'ils se rendent compte aussi que c'est vraiment, pour l'instant, ils ont été trop dans l'intérêt des joueurs et que ça se fait un petit peu au détriment des équipes, des universités, mais aussi des fans qui voilà, avaient l'habitude de s'identifier à des mecs qui étaient de leur université. Après, ils allaient en pro, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Mais en tout cas, il y avait quand même une loyauté dans le college football qui a un petit peu disparu. Et justement, le college, c'est un peu comme les universités chez nous. Hein, c'est la même chose. Les gens qui viennent d'une même université, etc., ça crée une sorte de Ça crée des liens. fraternité, de machin, etc. Et donc ça détruit complètement ce principe-là, même si déjà à la base, bon, ça vaut ce que ça vaut. Mais bon, ça n'empêche que la loyauté à l'université, c'est un peu la norme, on va dire, pour tous ceux qui étaient à l'université, que ce soit des athlètes ou pas d'ailleurs. Hein. Donc voilà, gros changement en peu d'années finalement, parce que en gros en 3-4 ans, ça a changé du tout au tout. Et donc ça a créé aussi ces débordements un petit peu. Et on a vu les premiers, vous connaissez les premiers effets, qui étaient les mecs qui changeaient pour aller prendre plus de thunes, etc. Mais on a vu aussi le premier gros effet sportif, qui est la victoire d'Indiana, justement, cette année, qui est une équipe qui sortait de nulle part il y a 3 ans et qui arrivait à être champion national parce qu'ils ont joué avec les règles aussi, hein, comme les autres, mais ils ont été meilleurs avec les règles. Mais n'empêche qu'un changement comme ça n'aurait jamais été possible dans l'ancien monde, on va dire. Donc, comme quoi, le transfert portal, ça peut avoir aussi ses avantages pour l'université, mais à ce moment-là, ça devient plus des front office que des universités, entre guillemets. Donc voilà, je vais essayer d'être à peu près complet, de faire le tour. Mais bon, bien comprendre que tout ça, ça n'a pas une source vraiment pour la beauté du sport. Tout ça, ça vient que des décisions de justice et des problèmes de gros sous, on va dire. Et que voilà, à mon avis, ça va être limité assez prochainement.
Exactement. Bah, merci pour cette explication. Je pense que tu as dû apprendre pas mal de choses à pas mal de nos internautes. Comme tu l'as dit, je pense qu'ils sont un peu en train d'essayer de trouver la formule magique. C'est des choses qui peuvent prendre du temps. Le but, ça va être d'essayer de trouver un vrai équilibre entre, on va dire, l'ancienne méthode et la nouvelle. Je pense que c'est comme toi, en fait. Il y a des bons côtés par-ci, par-là. On sait que les ligues américaines, c'est un peu particulier. Là où c'était très intéressant, ce que tu as pu dire, c'est que c'est vrai que c'était quand même l'identité du college football, contrairement justement aux grandes ligues américaines. Là, je mets tout sport confondu, parce qu'au basket, c'est un peu la même chose. C'est l'attachement, la fraternité comme ça que tu peux avoir dans ton université. C'est clair que la plupart du temps, tu avais un mec qui était à l'université, il faisait ses 3 4 ans dans son université, en moyenne, et après, il partait dans la grande ligue, et puis là, il n'y avait plus ce même lien qu'il pouvait avoir ou cette fidélité à son équipe. Alors que c'était vraiment la chose qui était marquante dans le sport universitaire. Et c'est un peu dommage cette partie qui est là. Un mec peut faire, on va dire, 3 universités avant de se retrouver en NFL, quoi. Et je trouve que c'était aussi le côté un peu dommage. Ouais, et juste Après, pour faire la comparaison, justement, ce qu'il y a, c'est que par exemple, dans les ligues comme la NBA, la NFL, etc., les équipes, elles peuvent trader un mec. Donc, c'est-à-dire qu'ils ouais, viennent de signer un contrat, et puis le lendemain, s'ils il veulent, leur appartient, quoi. ils peuvent les envoyer à n'importe quelle franchise. Alors que par exemple, en collège, c'est toujours pas le cas pour l'instant. Mm. Donc, ouais, différence, mais sinon, à part ça, c'est vrai que c'est devenu plus ou moins similaire quand même. Voilà. En tout cas, on a vu que, bah, comme tu l'as dit, en très peu de temps, il y a eu une évolution énorme. Je pense qu'ils sont un peu en train de tester, en train de faire évoluer les choses. Et j'espère les années à venir, ça se sera un peu rééquilibré dans les deux sens pour que ça reste le plus attractif possible à ce niveau-là. En tout cas, voilà, merci donc pour cette intro, explication au niveau du transfert portal. On va rentrer directement dans cette Juste pour première donner un partie. petit Ouais, chiffre sur le transfert portal pour qu'on se rende tous bien compte de l'ampleur que ça a pris. Cette année, le transfert portal, il y a eu 10 500 joueurs, toutes conférences confondues, qui se sont présentés sur le transfert portal. Donc c'est quand même un pourcentage assez important du nombre de joueurs, donc qui explique voilà, tout ce que Rosu a dit avant sur chercher du temps de jeu, chercher de l'argent et compagnie. Mais voilà, je trouve ça phénoménal comme chiffre. Et puis on a quelques records. On a des joueurs qui en sont déjà à leur 4e ou 5e université, parce qu'avec l'année Covid, ils ont le droit de faire des années en plus et qui changent tous les ans. Donc on a quelques joueurs comme ça qui ont changé tous les ans d'université. Bon, voilà, c'est sûr que le côté fidélité et loyauté, du coup, est fortement remis en question dans le college football ces dernières années. Oui, à rajouter en plus de ça, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui s'inscrivent et qui finalement ils se retrouvent avec une main devant, une main derrière, et puis pour eux c'est ouais. fini le college football derrière. Donc nous on parle évidemment de ceux qui se transfèrent et qui jouent toujours, etc. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y en a beaucoup qui dans l'affaire, ils se retrouvent Fini sur le carreau. sur la touche. Ouais, exactement. Ce qui est dommage, c'est que. Vas-y. C'est aussi ce que vend le système, parce que certains joueurs qui sont persuadés d'être les meilleurs et qui ne le sont pas forcément, on leur vend qu'ils sont très très bons et qu'ils peuvent aller chercher des gros contrats ou du gros temps de jeu dans des grosses universités. Et en fait, ce n'est pas vraiment le cas. Mais c'est aussi toute la machine qu'il y a derrière, puisque maintenant, tous les joueurs ont quasiment tous un agent aussi. J'ai un exemple en tête qui me vient comme ça, mais voilà, c'est un receveur de Texas qui est parti cette année et qui est la première chose qu'il a dit quand il est arrivé au camp d'entraînement de l'autre équipe, c'était que s'il n'avait pas eu d'agent, il n'aurait pas changé, quoi. Donc, parce que les agents, il faut aussi savoir qu'ils prennent aussi un petit montant au passage, entre 3 et 10% la plupart du temps, en fonction des contrats NIL qu'ils ont signés. Donc ça commence à représenter de l'argent, et donc forcément, parfois, certains agents ne pensent pas forcément à la carrière de l'athlète, mais plus juste au pactole et juste à l'argent que celui-ci peut se faire et dont l'agent peut en tirer aussi un peu profit. Donc c'est un peu tout c'est des effets pervers. Après, il y a les effets positifs où effectivement il y a des joueurs qui vont pouvoir rattraper du temps de jeu dans d'autres universités parce que ça ne va pas là où ils sont, parce que des problématiques avec le coach aussi parfois personnelles. On sait que la relation humaine peut être un peu difficile parfois. Ça permet à des joueurs, sans perdre une année d'éligibilité, de pouvoir vite retrouver les terrains et puis d'aller prouver ce qu'ils sont. Il y a des effets positifs, mais il y a des effets pervers aussi.
Bah, c'est ça qui est dommage parce que ça partait quand même d'un bon principe. Là où ce que tu as relevé aussi, c'est intéressant. C'est qu'effectivement, un joueur peut partir par rapport à son temps de jeu. On sait que, bon, il y en a pour beaucoup, ils jouent quand même leur carrière sur ces quelques années qui sont à l'université. Donc, il y en a parfois que c'est pour le bon choix. Et tu as aussi le fait que d'une année sur l'autre, ça peut être un coach staff qui est différent, un head coach qui a une vision différente, qui va, un exemple assez basique pour que tout le monde comprenne, un running back qui était énorme la saison dernière, il arrive avec un coach qui finalement est plus basé sur le jeu de passe. Il y a beaucoup moins de reps qu'il aurait pu avoir la saison dernière, donc moins de raisons de pouvoir se montrer. Potentiellement, c'est peut-être sa dernière année, son année senior, etc. Donc, c'est des choses qui peuvent être logiques à ce niveau-là de partir dans une nouvelle équipe, etc. Le problème, c'est que, comme l'a dit Rosu, malheureusement, le fait que maintenant, il y a un peu ce côté financier qui rentrait dedans, on sait très bien que pour certains joueurs, il y en a la plupart qui partent pour le côté financier. Non, non, pas le. Je vois ce que tu es en train de faire, mais non, on va pas dans le Texas là. Pas du tout. Justement, alors c'est peut-être parce que j'ai pas toutes les infos non plus, mais le Raiola, le QB qui se prend un petit peu pour Patrick Mahomes, qui était dans le Nebraska, il me semble, il est parti à Oregon, alors qu'il y a encore Dante Moore. Enfin, le choix, par exemple, je vois pas trop la logique à ce niveau-là. Alors peut-être que oui, Dante Moore, logiquement, il fait une saison, après il se présente à la draft. Mais je vois pas l'intérêt d'arriver là cette année derrière un mec que tu sais très bien que tu vas pas jouer, alors que bon, il faisait quand même de bonnes choses là où il était. Il aurait pu aller dans une autre équipe. Il y avait quand même pas mal d'universités qui avaient besoin d'un QB numéro un. Parfois, voilà, il y a des choix qui sont un peu étranges. Après, je peux comprendre que d'autres partent, comme je l'ai dit, pour du temps de jeu ou pour un style de jeu qui est plus adapté à eux en tout cas. Oui, puis il y a plein d'infos qu'on n'a pas dans leur vie personnelle. Aussi. Ça peut être des mecs Un qui changent rapprochement familial. pour revenir chez eux. Par Exactement. exemple, un des gros running backs de l'année dernière, qui était Justice Haynes, qui était parti de Alabama à Michigan, il me semble. Après Michigan. une saison à Michigan, qui était pourtant run heavy, etc., donc plutôt favorable pour le coup à ces choses, il a décidé de partir et il est allé sur le transfert avec entre guillemets, une clause de non-contact pour dire c'est pas la peine de venir me chercher, je sais déjà où je vais. Et entre guillemets, il est retourné à Georgia Tech, donc Georgia Tech qui est à Atlanta, pour être avec sa À famille, côté de puisqu'il chez est lui. originaire de là-bas. Donc il devait y avoir des choses voilà, que les gens qu'on ne sait pas, mais qui étaient pour lui du coup une motivation suffisante pour partir d'un Michigan où il était titulaire à un Georgia Tech, sans manquer de respect, où il Qui sera n'a pas tout à fait titulaire, la même aura, quoi. où il sera titulaire, mais il ne joue pas vraiment la même chose, quoi. Donc Bah, voilà, il y a plein de choses qu'on ne sait pas, mais c'est vrai que des fois, il y a des choses sur lesquelles on se demande quand même qu'est-ce qui leur est passé par la tête, quoi. exact. J'ai justement aussi un de ces exemples au niveau des postes par la suite que je pourrais citer. Si c'est tout bon pour vous, si c'est good, parfait. Bah, merci Et on ne beaucoup. parlera pas des 10 500 joueurs aujourd'hui, hein, clairement. Ah, bah non, c'est clair. On va vous parler Il y en a vraiment une des paire qu'on joueurs ne connaît pas beaucoup d'ailleurs, on va pas se qui mentir. seront potentiellement les plus marquants dans la saison à venir. Parce qu'évidemment, on n'est pas à l'abri qu'un mec explose quoi qu'il arrive, mais on va essayer de parler vraiment des joueurs les plus marquants en tout cas. En commençant du coup par le poste de QB. Donc je vais m'y coller pour commencer. En vous présentant donc les 5 QB les plus intéressants de ce transfert portal, en vous précisant donc l'équipe où il était, l'équipe où il part, etc. Pour certains postes, on vous présentera quelques stats de la saison dernière pour illustrer un petit peu ça. Évidemment, on ne fera pas sur tous les postes, mais on essaiera de le faire sur certains postes. Ouais, juste une petite remarque avant de commencer sur tous ces trucs où on se dit, ouais, telle équipe a recruté tel joueur, etc. Premièrement, si les équipes ont bien bossé, elles n'ont pas spécialement besoin de recruter, ou alors elles ont déjà un mec qui est top. Et donc, ça n'apparaît pas sur les portails. Donc, si on ne voit pas le nom d'une équipe, on va se dire, ah bah du coup, ils vont se faire lyncher la saison prochaine. Mais en fait, non. Ils peuvent déjà avoir un mec en magasin qui est très bon. Première chose. Euh, et deuxième chose, voilà, si les mecs transfèrent à la base, c'est aussi qu'il y a une raison.
Ça peut être aussi parce que justement, ils sont pas, Ça se passe pas bien, ouais. c'était pas forcément les meilleurs dans leur Mm. équipe de base, etc. Donc, c'est pas parce qu'un mec a l'air top dans notre liste des top 5 que le gars, c'est un top C'est 5 un top 5 de la ligue, ouais. college football. Exactement. Ce sera plus de chances qu'il sera plutôt top 50 ou top 100 Totalement. que top 5. Donc, voilà, à prendre en compte, parce que quand même, c'est important. Et même par rapport aux a priori qu'on peut avoir par rapport à la force des équipes l'année prochaine, c'est un peu trompeur parce qu'on pense que voilà, tous ceux qui ont fait un bon transfert portal, ça va être des grosses équipes, alors qu'en vérité, ceux qui ont bien bossé, et Ils avaient déjà tout en stock, ils ouais. n'ont pas spécialement besoin du transfert portal et ils ont déjà la relève qui est là et qui connaît déjà bien le système, etc. Et qui donc sera pas si mauvaise que ça, même s'ils n'ont rien fait de spécial sur le transfert portal. Tout à fait. C'est potentiellement des petits ajustements. Là, on va vraiment vous présenter les meilleurs joueurs qui étaient disponibles sur le transfert portal. Et dans cette deuxième partie, on vous parlera des équipes qui ont le mieux réussi le transfert portal. Ça ne veut pas dire que, comme tu l'as très bien dit, une équipe qui a très bien recruté au transfert portal, ça ne veut pas dire qu'elle sera dans le top 10 des équipes la saison prochaine. Potentiellement. Après, ça peut avoir un lien parfois, mais la plupart du temps, logiquement, ils ont déjà fait le taf en amont. C'est Oui, pour ça surtout qu'on ne qu'on parlera est, pas du Texas. on est dans une époque justement où, ne serait-ce que garder ces joueurs, Déjà, ouais. c'est déjà un bon Ouais. résultat en soi, en fait. Les équipes qui arrivent à faire ça. Si les mecs ont envie de rester, c'est qu'il y a une raison. Les Ouais, meilleurs voilà. joueurs. Mm. Voilà. Donc, finalement, c'est voilà, ceux qui évitent d'avoir leurs joueurs qui se barrent, dans un sens, c'est eux qui ont le mieux réussi leur transfert portal. Mais on n'en parle jamais parce que du coup, ça ne bouge pas. Tout à fait. Exactement. Merci beaucoup pour ce trépoint, c'est très important, au moins pour que ce soit le plus clair possible pour tous. Et ben justement, pour commencer, je vais vous parler du coup du meilleur QB qui était présent sur le transfert portal. C'est Sam Leavitt qui était à Arizona State, qui a malheureusement s'est blessé la saison dernière et qui a joué, me semble, que 7 matchs. Ses stats du coup ne seront pas très représentatifs. Il a 1628 yards à la passe pour 10 TD et 3 interceptions. C'était plutôt correct pour commencer, mais malheureusement, ils n'auront joué que 7 matchs. C'était le meilleur joueur disponible. Il a décidé de partir dans une bonne université qui est LSU, qui a été assez active justement sur ce transfert portal, mais on en reparlera par la suite. Donc voilà, en tout cas pour moi, c'était la meilleure option qu'il y avait sur ce transfert portal. Le deuxième, donc c'est... Ouais, vas-y, tu veux faire un truc. Ouais, sur Sam Leavitt, par exemple, lui, en fait, il a fait son année freshman donc à Arizona State. Arizona State a été en playoff avec lui en étant freshman. Donc lui, en fait, il a acquis un peu une stature qui était au-dessus de son équipe. Donc lui, entre guillemets, il change parce qu'il sait bien qu'il peut taper du très très gros. Alors que Arizona State, c'est une équipe un peu, même s'ils ont fait les playoffs, c'est quand même plus une équipe de seconde zone un petit peu. Donc lui, c'est un move clairement pour aller dans une plus grosse université et pour prendre aussi plus de pognon. Mais ça, par exemple, c'est un move qu'on peut comprendre et qui était prévisible. On s'en souvient, c'était justement à l'époque où il y avait Cam Skattebo, le running back, qui est parti aux Giants, qui s'est malheureusement blessé aussi la saison dernière, qui n'a pas joué beaucoup la saison dernière, mais qui fait de bonnes choses dans la ligue, et qui était du coup dans cette épopée d'Arizona State un peu exceptionnelle il y a 2 ans, du coup, il me semble. Donc pour enchaîner le numéro 2, donc c'est aussi un joueur qui a fait une très bonne saison et en plus qui est un peu arrivé c'était en SEC Championship, donc il a quand même fait un match de phase finale. Donc c'est le QB Darian Mensah qui finit avec 3973 yards à la passe. C'est quand même assez impressionnant. Pour 34 TD et 6 interceptions. Donc le ratio est très propre. Donc lui, il était à Duke et décide de partir à Miami pour remplacer Carson Beck, qui est donc parti en NFL. Vas-y. Ouais, lui, cas complètement différent. Donc lui, ce gars-là, il avait fait une très bonne saison freshman à Tulane et il était parti pour le blé, pour le coup, à Duke, qui est en SEC, équipe honorable de SEC.
qui est surtout une fois connu pour son équipe de basket, mais ils essayaient d'augmenter un peu l'équipe de foot. Donc, il était parti déjà pour un beau chèque à Duke. Et là, à la fin de la saison, ils lui ont fait un peu re-signer pour une année supplémentaire, on va dire, pour qu'il reste à Duke. Et il a signé pour rester à Duke, justement. Et en fait, Miami, ils se sont retrouvés un petit peu avec leur QB, donc Carson Beck qui était parti en NFL. Ils se sont retrouvés un peu le bec dans l'eau sur les mecs qui voulaient en numéro 1. Et du coup, ils ont été le chercher en lui disant viens chez nous et tu vas prendre ta Un peu valise. plus de pognon. Voilà. Et, Plus de lumière aussi, hein, à Miami quand même. Évidemment, mais bon, voilà. En tout cas, ils sont venus le chercher alors qu'il avait déjà signé son engagement pour l'année prochaine. Donc, je crois que Duke, à un moment donné, ils ont trouvé un arrangement avec Miami, plus ou moins. Donc, je ne sais pas si on peut même pas parler d'un achat de joueur là. On n'est pas loin en tout cas. Donc là, on est vraiment très, très, très borderline sur ce cas précis. Et pour le coup, bon choix de Miami, à mon sens. Mais, Tout à fait. Mais là, c'est typiquement un cas où c'est vraiment borderline sur les règles et où c'est typiquement le pognon qui a fait la décision aussi. Exactement. Pour le troisième position, donc ça va être. Après, j'ai un peu fait au niveau de mes choix. C'est un joueur que j'ai bien apprécié la saison dernière. C'est Josh Hoover, le QB de TCU, donc qui décide de partir à Indiana pour remplacer donc Fernando Mendoza qui est parti à la draft en numéro 1 chez les Riders, qui fait une saison aussi très correcte avec 3472 yards pour 29 TD et 13 interceptions. Un très beau ratio également. Ouais, lui, pour le coup, ça se comprend aussi. Faut savoir que l'offensive coordinator de TCU, donc qui le mettait assez en avant, est parti. Je n'ai pas besoin de préciser vers chez qui. Et en plus, voilà, pour Indiana, qui justement a fait briller Mendoza avec un jeu globalement assez simple et efficace, qui doit être capable de reproduire a priori, il n'y a aucune raison sportive, entre guillemets, pour le coup, de ne pas comprendre ce choix-là. Dommage pour TCU, mais pour Indiana et pour lui, a priori, ça a l'air de faire sens. Et qu'on annonce un peu le même profil que Mendoza au niveau des aptitudes un peu physiques et au niveau de la passe. En tout cas. Pour ce numéro 4, alors j'avoue que j'ai pas mal hésité, mais bon, je me suis dit au niveau de la référence quand même du joueur, j'ai mis DJ Lagoué en numéro 4, qui n'a pas fait une saison exceptionnelle du côté de Florida et qui décide de partir à Baylor. Alors, pour le coup, il est originaire du Texas, donc je suppose que c'est un choix de se rapprocher de son état d'origine. Est-ce que ce sera un choix concluant pour lui? On verra. En tout cas, la saison dernière, il finit à 2200 yards à la passe pour 16 TD et 14 interceptions. C'est quand même pas très très joli à voir. Et en sachant que c'est un joueur qui a pas mal reculé quand même au niveau de sa cote. Est-ce que ça va pouvoir remonter un peu du côté de Baylor? On l'espère pour lui en tout cas, parce que c'est sa dernière chance là. Quoique non, il est sophomore, il y aura encore peut-être une saison derrière. Oui, Ouais. non, il est jeune. Il sera junior, ouais. Et puis justement, ça c'est un move qui est un peu à l'opposé. Justement, je pense que là, à Florida, il a eu beaucoup de pression. Il était attendu un peu comme le Messi. Et très très grosse hype au moment de son recrutement de high school. Donc il était Mister Texas en foot, etc. Donc grosse star au Texas. Il choisit finalement Florida. Il se retrouve dans une équipe qui ne tourne pas trop, un peu aussi de sa faute. Et là, on peut dire il se rapproche de chez lui, mais bon, il descend de 1 voire 2 crans à Baylor, avec tout le respect, comme dirait l'autre. Mais bon, c'est pas non plus la même standing de fac. C'est clair. Donc c'est vrai qu'il retourne un peu aux sources, mais aussi d'être dans un programme où il aura beaucoup moins de pression, les adversaires ne seront pas les mêmes non plus. Peut-être un peu aussi reprendre le goût au football, parce que je pense que l'année dernière, elle a dû quand même être difficile à vivre pour lui, vu les difficultés de Florida, et surtout à Florida où une énorme pression là-bas. Donc là, c'est plutôt un move descendant, contrairement aux autres précédemment. Lui, il décide il lâche le Real Madrid pour retourner tranquille
à l'Espagnol Barcelone. J'aime ce que tu cites. Bon, Espagnol Barcelone, t'es vache quand même. Il part à Villarreal. Bon, puis, C'est bien. il sait aussi qu'il va affronter des défenses qui, on le sait, en Big 12 sont un peu moins rugueuses il va avoir la différence. que là où il était en SEC. Et on sait très bien que la Big 12, ça finit sur des scores souvent assez importants où tout le monde passe les 40 points par match. Au moins les 30 points par match. Et il va se mettre aussi en avant. Il va se mettre aussi en avant là-dessus et ça va gonfler ses stats et forcément. Et puis il a plein de choses à prouver. Je pense qu'effectivement, il faut qu'il retrouve de la confiance parce que son année à Florida a quand même été extrêmement difficile pour tout le monde, je pense, et pour l'équipe et pour lui, enfin surtout pour lui pour le même. C'est clair. Bon, pour conclure sur ce poste-là, le dernier, c'est pareil, c'est un joueur que j'ai bien apprécié l'année dernière. Je pense que c'est un move plutôt intéressant. C'est le QB de Cincinnati, Braden Sorsby, qui finit à 2800 yards la saison dernière pour 27 TD et seulement 5 interceptions, qui décide de partir à Texas Tech. Évidemment, ça va être un move très intéressant. Et on verra ce que ça va donner pour lui la saison prochaine. On verra ou on verra pas, j'ai envie de te dire, parce que lui, il s'est mis dans une merde internationale, ce garçon. Il s'est fait choper pour des dizaines de milliers de paris, des petits paris sportifs, de certains qui incluent son équipe. Et entre guillemets, il a entre guillemets avoué parce qu'il est parti en plus ou moins désintox. En cure de désintox. Oui, c'est officiel. Il est en cure de désintox. Et donc théoriquement, les règles pour ça sont super dures aux États-Unis sur les paris. Donc lui, je pense qu'il est dans une merde noire. Donc il vient de perdre un gros paquet d'argent parce que Texas Tech, on les connaît. Ça aligne. Voilà, il ciblait un mec à juste titre, cela dit, sur ses qualités sportives, il n'y a pas spécialement un scandale. Mais là, je pense qu'il vient de renoncer à un gros chèque et comme je le disais plus tôt, maintenant qu'il n'y a plus qu'une seule période de transfert. Et cette période est terminée, ça fait que Texas Tech, il se retrouve un peu le bec dans l'eau parce qu'ils avaient signé un gros mec pour être leur QB1. Là, ils se retrouvent un peu une main devant, une main derrière. Chance pour eux, si on veut, ils avaient un jeune QB que j'avais trouvé pas mal l'année dernière quand il avait dû remplacer Darren Morton. Willamond, mais qui s'est fait une grave rupture des ligaments, donc on ne sait même pas s'il sera de retour en octobre vraiment à fond. Voilà, donc lui, lui est top 5, mais pas sûr qu'il joue du coup. Même c'est plutôt mal barré, pour être honnête. Et puis il risque clairement une fin de carrière complète, parce que sur les paris sportifs aux États-Unis, ça rigole pas, et vraiment la sanction pourrait être qu'il n'ait plus le droit du tout de jouer, nulle part. Donc il a peut-être mis un terme définitif à sa carrière avec ses conneries. Donc, bon. On verra bien. C'est exactement ce qu'on a pu voir aussi cette saison NBA avec le coach de Portland, Chauncey Billups, qui était démis de ses fonctions pour paris illégaux. Et à mon avis, je pense que c'est la même chose. On risque de plus trop le voir sur un banc de coach en NBA en tout cas. Voilà, écoutez, je pense qu'on a été assez complet là sur. Ouais, si je peux en ajouter un petit, si je peux en ajouter un petit, je vais mettre Drew Mestemaker de North Texas à Oklahoma State. Pourquoi j'en parle Est-ce qu'il vaut le top 5 Je ne sais pas, mais lui, en fait, son cas est intéressant. Son coach, qui a fait une très bonne saison avec North Texas, donc ça se fait recruter par Oklahoma State, qui, eux, doivent, entre guillemets, reconstruire toute la baraque. Donc lui, entre guillemets, il part à Oklahoma State en suivant son coach. C'est un système qui lui a réussi. Donc, entre guillemets, eux, ils font les deux, le coach et lui, ils font un upgrade d'université. Puis, il n'est pas le seul en plus à faire ce move-là. Entre guillemets, tous les meilleurs de North Texas se retrouvent à Oklahoma State. Mais voilà, c'est juste pour le cas. On essaie d'expliquer aussi le raisonnement qu'il y a derrière ces transferts. Et on voit bien qu'il y a des cas, ne serait-ce que sur les QB, justement, où les raisons sont complètement différentes. Et néanmoins, ça se comprend qu'il y ait transfert. Exactement. Après, il y en avait aussi certains qu'on aurait pu citer, mais bon, comme on vous a dit, on va essayer d'être un peu
concis également dans la Concentré. présentation parce qu'on a quand même pas mal de choses à voir. Donc, du coup, vous l'avez compris, à présent, à partir sur le poste de running back. Et donc, ce sera à toi, Bertrand, de nous présenter ton top 5. Eh ben, on va rester avec North Texas parce que du coup, moi j'apprécie pas mal le joueur. Donc le top 1 des running qui, à mon sens, a fait sensation l'année dernière, c'est Caleb Hawkins, qui est justement le running back de North Texas et qui part lui aussi pour Oklahoma State. Alors l'année dernière, hein, c'était sa première saison. Il a quand même fait une saison avec 231 portées et 1434 yards, dont 25 TD à la course. Et il a aussi réceptionné 32 passes pour 370 yards et 4 TD. Donc, une grosse année. Je pense que ça va être hyper intéressant de le voir justement à Oklahoma State. Il suit son coach, on vient de le dire, de le voir à Oklahoma State, de le voir en Big 12 aussi face à des équipes forcément un peu plus costauds que ce que North Texas a pu connaître jusqu'à maintenant. Voilà, pour moi, c'était une grosse surprise. Sa cote a vraiment beaucoup monté la première année de jeu pour avoir regardé du coup, parce que c'est vrai que North Texas l'année dernière a été un peu sous le feu des projecteurs parce qu'elle a fait pas mal de beaux matchs et puis sont même allés en finale de la SEC et de mémoire ils l'ont gagné, je crois. Donc on était plutôt bien. Ou non, ils l'ont perdu contre Tulane, pardon, et après ils sont allés en bowl qu'ils ont gagné, effectivement. Donc voilà, c'est pour moi grosse surprise, et puis ça va être intéressant de suivre ce que le coach va arriver à mettre en place à Oklahoma State l'année prochaine. Le top 2 est là, petit plaisir personnel. Mais néanmoins, qui sur le papier aussi, pareil, a l'air d'être très très costaud. On va parler de Hollywood Smoothers, qui vient qui était à NC State, donc au Wolfpack, et qui du coup transfère aux Longhorns du Texas. Petit aperçu aussi de l'année dernière, 160 portées, 939 yards, 6 TD à la course, 37 réceptions et 189 yards à la réception et un seul TD. Très, très coté, joueur très, très costaud pour la peine. On est sur une belle bête. Ça va être sa 4e année, donc très expérimenté. On parlera sûrement de Texas un petit peu dans les gagnants ou pas loin, parce que vous connaissez en tout cas mon amour pour eux, ainsi que celle de Flo. Mais voilà, c'est un des meilleurs joueurs sur le portal transfert. Mais à noter que Texas a perdu quasiment l'entièreté de sa running room, donc forcément, on va en reparler encore. Voilà, donc on va parler beaucoup sur les runnings, de quelques runnings qui partent de Texas et qui arrivent à Texas. Ouais, je ne sais pas si tu as tous les autres de Texas, effectivement, qui s'en vont, mais pour le coup entre guillemets, j'aime bien cette stratégie de Texas. Enfin, il faut avoir les moyens de le faire, mais ils identifient un need, et du coup, ils vont chercher le meilleur gars. Quasiment le meilleur gars. L'un des meilleurs. Voilà, c'est de la retouche un peu. Voilà, les gros programmes, c'est un peu plutôt ça qu'on attend d'eux, justement. C'est d'aller chercher le gros mec dispo pour faire une retouche où il y a besoin. Là, c'est ce qu'ils ont fait. On en reviendra. Et ils ont chopé aussi, moi, à mon sens, un autre du top 5, mais qui n'est pas top 3. Du coup, le top 3, on en a parlé un peu tout à l'heure. Pour moi, c'est Justice Haynes, qui était du coup à Michigan. On en a parlé rapidement tout à l'heure et qui repart jouer à Georgia Tech. Alors clairement, très 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 bon joueur, même si là effectivement le move est un petit peu plus discutable en termes sportifs, parce qu'il sera certes moins sous la lumière et clairement dans une fac qui a moins d'aura, Georgia Tech, sans vouloir être méchant avec eux, ça a moins d'aura que Michigan, mais qui du coup, je pense Justice Haynes peut avoir un gros rendement à Georgia Tech, peut avoir des stats impressionnantes ça va être sa dernière année, il me semble, l'année prochaine. Ça sera sa 4e année, donc il pourra se présenter à la draft.
Il avait fait quand même une très belle saison à Michigan, 2025, 857 yards à la course, 10 TD à la course, 50 yards à la passe, 100 TD, donc c'est quand même assez honorable. Et puis bon, voilà, le fait qu'il reparte rejouer dans sa famille, je pense que ça va aussi le motiver encore plus de vouloir faire briller la fac sûrement dans laquelle il a toujours voulu jouer en étant plus petit, en ayant grandi à côté. Donc ça va lui permettre, je pense, d'acquérir une belle feuille de stats l'année prochaine et puis de pouvoir après monter son draft stock s'il veut passer après en NFL. Surtout qu'on sait que les runnings sont quand même assez très prisés dans les premiers rounds, voire au premier round. Donc s'il arrive à passer les milliards typiquement, ce qui est largement à sa portée, je pense, avec Georgia Tech, l'année prochaine, ça peut lui donner pas mal de cartes en main l'année prochaine, enfin pour la NFL après par la suite. Le top 4, donc là on va parler de, alors attention, Quintrevon Wisner, donc qui était du Texas, qui part à Florida State, voilà, qui avait fait aussi une saison un peu en demi-teinte, on va dire, avec les Longhorns, et je pense que c'est une des raisons de son départ. Plus, comme l'a dit Rosu, le fait que la fac, je crois, a bien identifié que la running room n'était pas forcément la meilleure. Donc, du coup, c'était compliqué la saison dernière, quand voilà. même. Oui, il a fait une saison vraiment en demi-teinte. Typiquement, en 2024, il passe les 1000 yards à la course. En 2025, il fait la moitié. Il fait un peu moins de 600 yards. Donc, on marque seulement que 3 TD. Donc, je pense qu'il a perdu beaucoup de confiance, enfin que le staff a beaucoup perdu de confiance et que la discussion à l'intersaison, c'était qu'on se sépare tous parce qu'on va aller chercher des gros joueurs et que tu auras encore moins de temps de jeu. Donc, va te chercher une équipe, quoi. Enfin, je pense que le message, c'est peut-être un peu brutal de le dire comme ça. J'espère que ça n'a pas été dit comme ça. Mais je pense que c'était un peu la teneur des discussions à l'intersaison avec Wisner et puis le staff des Longhorns. Mais du coup, qui est une belle addition, je pense, pour Florida State, pour les Seminoles, qui pêchait un peu à ce niveau-là et pourra effectivement, là, avoir plus de portée de ballon et clairement développer un peu plus son jeu. Voilà, si au niveau de la O-line ça suit, je pense que ça peut faire quelques étincelles. Donc, et puis comme c'est un ancien Longhorn, on va toujours avoir un petit coup d'œil dessus, sait-on jamais. Et ensuite, le dernier de mon top 5, encore un running qui va signer aux Longhorns en la personne de Raleigh Brown, qui vient de Arizona State, du coup, qui a fait aussi, lui, une très bonne saison l'année dernière, une excellente saison même, puisqu'il passe les 1100 yards à la course quand même. Donc là, clairement, il va se battre et avoir du temps de jeu avec Hollywood Smoothers, donc les deux arrivés. Lui, ça va être sa 5e année, donc grosse expérience. Même s'il a eu une année de redshirt, il me semble, pour blessure, et puis une 3e année où il n'a pas joué beaucoup. Là, il a vraiment explosé en 2025. Donc, ça va être un sacré duo de running qui arrive au Texas et qui arrive chez les Longhorns. Pour la peine, j'en suis fan et clairement, ça fait plaisir. Mais je crois que ça aurait été ce duo-là dans n'importe quelle équipe. J'aurais été extrêmement jaloux de ces arrivées-là parce qu'on est sur du solide, on est sur du costaud, on est sur de l'explosif. Et les deux en même temps, je pense que ça ne permettra pas aux défenses de se reposer en se disant tiens, il y en a un qui sort, donc le deuxième est forcément un peu moins bon, le backup. Là, en l'occurrence, ça ne sera pas le cas. Donc, ça va, je l'espère, asseoir la course qu'on a eu un peu de mal à mettre en place l'année dernière et ce qui a pêché pour l'attaque de manière générale. Là, ça va permettre d'asseoir quand même pas mal de choses. Donc, voilà pour ce top 5 au niveau des running, en espérant que tous, notamment les deux qui arrivent chez Longhorns, fassent des étincelles. Ouais, on voit bien juste sur ce cas-là que une grosse équipe comme Texas qui doit avoir des résultats, ça va chercher des mecs qui sont déjà entre guillemets confirmés, qui auraient limite pu se présenter à la draft s'ils étaient si bons que ça. Ils l'ont pas fait, mais bon, ils sont quand même plutôt assez vieux. Et au contraire de ça, par exemple, Texas, qui ont perdu leur jeune Jonathan Clark, qui avait fait un Super Bowl contre Michigan, qui lui était jeune. Donc on peut privilégier soit
je veux dire que l'âge, c'est assez important aussi dans les choix qui font les équipes sur le transfert portal, parce que ces mecs-là, c'est clairement des mecs qui sont là pour 1 an et puis c'est fini. Oui, Donc, clairement. Et il puis y a ça où on mais est c'est sur sûr. une stratégie de entre guillemets un peu all-in pour Texas cette année. Clairement, ils ont mis les moyens, ils recrutent un peu enfin, je pense qu'ils se sont un peu inspirés de ce que tu disais tout à l'heure de Indiana, qui ils vont chercher des joueurs avec de l'expérience, des joueurs qui vont un impact tout de suite, qui les attendent. Enfin, en tout cas, le staff attend un impact tout de suite. Et clairement, l'objectif, ça va être d'aller le plus loin possible. Et ce recrutement-là sur les running, qui était effectivement l'année dernière un petit peu léger, le prouve bien. Puis en plus, tu es content parce que Clark, il part au Gamecocks de mémoire. Donc, Ouais. ça te fait une belle addition normalement. En soi, là, je pense que comme tu l'as un petit peu évoqué, Bertrand, à mon avis, ça doit être un petit peu un choix de Texas de se séparer un peu, parce qu'il y a aussi CJ Baxter qu'on peut citer rapidement, qui était le run numéro 2 et qui est parti à Kentucky. Je pense que le choix, c'était justement, on a vu que là, la squad qu'on avait, ça fonctionnait pas. Hop, on démolit et on change par des joueurs plus performants, parce qu'on s'est rendu compte que la saison dernière, ça fonctionnait pas trop. Il y a aussi cet effet-là qui peut être utile au transfert portal. Et que pour notre cas est très intéressant comme choix. Merci beaucoup. On va essayer d'accélérer un peu là sur cette présentation en passant sur les postes de wide receiver avec Rosu. Ouais, donc les wide receivers, je pense qu'il y avait clairement un numéro 1 dans cette classe de transfert, on va dire. Cam Coleman d'Auburn, qui passe à Texas. Grosse bataille pour l'avoir, lui. Donc je pense qu'il a fallu mettre les moyens, mais je pense que les moyens ont été bien dépensés, à mon avis. Même pour lui, hein, il va dans une équipe qui va jouer le titre. En tout cas, c'est leur ambition. Alors que Auburn, voilà, ils passent par un changement de coach, etc. Donc bon, choix compréhensible, que ce soit pour lui et pour Texas aussi d'avoir lâché le chèque, parce que là, pour le coup, ils ont vraiment lâché le chèque. Oui, clairement. Deuxième receveur, j'ai choisi Nick Marsh, receveur de Michigan State, qui était un receveur qui a fait une belle petite série à Michigan State, beaucoup de réceptions, 59 par exemple l'année dernière, pas tant que ça de yards, 650, 6 touchdowns. Pour le coup, un mec plutôt avec des mains sûres, justement, et qui lui est parti vers Indiana. Donc Indiana qui surfe sur son succès, hein. On peut pas leur en vouloir. Ça leur permet d'attirer des mecs un peu plus connus. Je pense que c'est le mec le plus bling bling qu'ils ont recruté jusqu'à maintenant sur le portail, hein, parce qu'avant l'année dernière, personne ne parlait spécialement d'Indiana. Enfin, l'année d'avant, ils avaient déjà bien fait, mais ça n'avait pas acquis cette réputation. Moi, je pense que si des joueurs veulent faire quelque chose de sérieux, Indiana, ça me paraît être une bonne destination. Donc, bonne chance à lui, Nick Marsh. En troisième, j'ai choisi Quincy Porter d'Ohio State à Notre-Dame. Alors, Quincy Porter, c'est peut-être pas forcément le plus capé pour le coup. Lui, c'est un freshman. Il a fait que 4 réceptions l'année dernière pour 59 yards. Donc, vous allez me dire, c'est que dalle. Oui, c'est que dalle, mais c'est que dalle à Ohio State. On sait ce que ça vaut, les receveurs d'Ohio State. Ça part premier, deuxième tour de draft tous les ans. Donc, quand on est freshman, je comprends que le temps de jeu. Il y avait du monde devant lui, quand même. Ouais. Le temps de jeu, c'est difficile à trouver. Cela dit, je ne doute pas spécialement de ses capacités. Et je pense que voilà, il part vers Notre-Dame, donc une équipe aussi qui a dû l'attirer avec des arguments sonnants et trébuchants. Mais je pense que voilà, je voulais le mettre parce que justement, le fait que ce soit un freshman qui s'en aille, c'est un cas qu'on n'a pas spécialement vu pour l'instant dans le top. Et voilà, typiquement un mec qui devait être très très gros prospect high school pour aller à Ohio State en tant que receveur, qui finalement se voyait peut-être déjà trop beau. Il voit qu'il joue pas à Ohio State, il voit qu'il jouera peut-être pas l'année prochaine non plus. Du coup, il décide d'aller voir ailleurs. Donc, cas différent. Manque de patience peut-être, l'histoire nous le dira. Mais en tout cas, Notre-Dame, c'est pas non plus un choix dérisoire. Quatrième, j'ai pris Eric Singleton Jr., qui fait un peu comme son compère Cam Coleman d'Auburn, qui lui aussi quitte le navire. Voilà, saison difficile à Auburn, hein, quand même, qui a abouti au licenciement du coach, etc. Donc Auburn, c'est pareil, ça
ça repart un peu de zéro. Donc, bon, voilà, il avait quand même eu un certain impact avec son petit camarade Coleman, lui. Donc, il part vers Florida, qui a besoin aussi de main sûre, vu les problèmes qu'ils avaient l'année dernière avec leur receveur. Et enfin, le dernier, j'ai pris Omarion Miller, qui était à Colorado l'année dernière. Beaucoup de réceptions, beaucoup de yards pour lui, 45 réceptions, 808 yards et 8 touchdowns. Donc, lui, il a un peu surnagé dans la crise un peu de Colorado. Bon, il va vers Arizona State, qui est notre équipe du Big 12. Pour le coup, là, j'ai du mal à voir l'impact vraiment du niveau d'équipe qui change vraiment. Mais voilà, je pense que Colorado, il y a quand même tout un cirque qui va avec. Peut-être que c'est pas forcément toujours le mieux, toute la pression, etc. Donc voilà, move latéral, on va dire, pour lui. Tu n'as pas cité de André Moore Jr. Et non, je l'ai omis sciemment, absolument. Comme Bertrand a pu signaler pour les runs, je pense qu'il a aussi été invité à aller dans un autre état pour faire un peu de place à mon avis, il a dû avoir un petit bricolage comme ça. Ouais, je pense qu'il était attendu et puis finalement, c'était pas oui, il a fait une saison en demi-teinte aussi l'année dernière. Voilà. J'ai pas mis l'autre non plus qui est en plus de partir part chez les ennemis. Alors ça, c'est beau par contre. À cause de leur agent. Je ne peux pas le citer, lui. Ouais. Bon, c'est un joueur moyen, il a juste été mis en valeur par Arch Manning, mais bon. Ça c'était le seum, cette réflexion. Totalement, parce que je l'aimais bien en plus. Surtout que c'était un gars d'Austin. Enfin bref, oui. Bah ouais. Allez, on va pas des choses qui fâchent. On va passer, alors je vais vous faire rapidement sur les tight ends, parce qu'il n'y avait pas énormément de gros tight ends de disponibles. Le premier, j'ai mis Benjamin Bremer, qui était à Iowa State et qui s'en va renforcer l'attaque de Penn State. Le second, justement, est à Penn State, Luke Reynolds. Lui, il a décidé de partir à Virginia Tech. Mon numéro 3, c'est Hunter Welsing. J'espère que je prononce bien son nom et qu'il m'en excuse. Qui était à Northwestern et qui décide de partir à Ohio State. Ça peut être une saison intéressante pour lui. Le numéro 4, c'est Brody Foley, qui était à Tulsa. On sait que Tulsa, tu les as cités tout à l'heure, qui ont fait quand même une très bonne saison la saison dernière, qui ont été champion de conférence. Et lui décide de partir à Louisville. Et mon numéro 5, que j'ai décidé de mettre en avant, c'est Cole Rusk, qui fait une saison très correcte aussi du côté d'Illinois, et qui a pas mal produit la saison dernière, et qui lui décide de partir à l'université d'Arizona. Voilà, donc j'ai essayé de faire assez rapide pour le poste de tight end parce qu'il n'y avait rien de très intéressant. Et je vais te céder la parole, Bertrand, pour nous parler des O-line. Alors là, on va parler de gros bébés. Du coup, voilà, tout ce qui est tackle ou garde, on a fait les deux confondus. Bon, le premier, clairement, qui a dû aussi coûter un petit peu cher, c'est Jordan Seaton, qui était à Colorado et qui, du coup, quitte Deion Sanders pour rejoindre LSU. Voilà, gros bébé, donc je pense que ça risque d'être bien costaud. Le deuxième, pour moi, on est sur Lance Heard, qui était à Tennessee et qui du coup part à Kentucky. Et là, on peut quand même dire que Kentucky a fait une belle prise là-dessus. Le troisième, et là, ça va faire plaisir à notre ami Rosu, Jacarius Pick, qui vient de NC State et qui part à South Carolina chez les Gamecocks. Aussi là, on est sur un beau bébé. Le quatrième, on partirait sur Melvin Siani, le tackle de Wake Forest qui part à Texas. Aussi là, je pense contre un petit chèque sympathique. Et puis le dernier, qui pour moi aussi est une belle addition, on va parler de Joe Brunner, qui est de Wisconsin et qui part à Indiana. Donc une belle prise aussi. Et puis si on peut rajouter juste un sixième, parce que du coup Kentucky a bien
a bien fait son travail aussi sur un garde avec Colton Price qui est aussi annoncé assez haut, qui part de Baylor pour arriver à Kentucky. Et là, je pense que Kentucky a bien renforcé sa ligne offensive avec ces deux arrivées-là. Kentucky qui a un nouveau coach qui vient d'Oregon, Mm. mec originaire du coin, je crois. Donc Kentucky aussi, ils essayent de rebâtir. Oui. Et Jacarius Pick qui s'est blessé en arrivant à South Carolina, donc super. Pour l'instant, il s'est pas entraîné, donc tout va bien. Ah, j'avais pas cette information-là, dommage. Ah, si j'avais su, je l'aurais enlevé de mon top 5 pour pas te faire plaisir. Parfait. Bon, je pense qu'on est bon pour les postes offensifs du moins. On va passer rapidement sur les postes défensifs, en commençant par les D-line, donc edge et defensive tackle cumulés. Ouais, alors surtout des edge, parce que c'est eux c'est un Évidemment. peu les stars La du lumière. show. On va commencer par le premier, Prince Will Oman-Milen, qui était à Ole Miss l'année dernière, qui s'est bien fait remarquer et qui a suivi son coach. Je pense qu'il lui a proposé de venir dans ses valises et de toucher le petit chèque au passage. Donc, bonne chance à lui à LSU. Ensuite, j'ai Damon Wilson, le second, qui nous part de Mizzou à Miami. Donc, lui aussi, qui a fait une grosse saison à Mizzou, qui pouvait prétendre à avoir un programme un peu plus huppé que Mizzou. C'est ce qu'il a fait en rejoignant Miami. Troisième, j'ai mis troisième, il est parfois noté un peu plus haut dans les différents sites. C'est Chaz Coleman, freshman de Penn State, qui part finalement à Tennessee. Alors lui, ça a été un peu une histoire, son transfert portal. Donc Penn State qui avait perdu leur coach pendant la saison, donc ça s'est fini un peu en autre boudin. Beaucoup de joueurs qui ont quitté Penn State, donc on peut comprendre son choix de quitter Penn State. Par contre, a priori, au début, c'était pour retourner vers chez lui, et donc plus ou moins Ohio State, quelqu'un d'Ohio. Et finalement, à la dernière minute, il aurait reçu une offre qu'on ne pouvait pas refuser de la part de Tennessee, qui eux, Tennessee, de leur côté, ont perdu deux gros edge. Donc eux, ils étaient un peu en mode panique à la fin de ce transfert portal. Il leur fallait recruter un mec sévère, donc ils ont mis le paquet pour Chaz Coleman. Ça me semble pour le coup être un pari très risqué, ce gars-là. Donc à suivre, mais ce sera intéressant de voir ce qui devient. Et donc sans transition, puisqu'on reste avec les mêmes, il remplacera Jordan Ross, qui lui quitte Tennessee et qui rejoindra lui aussi LSU. Donc LSU, je pense qu'ils n'ont pas fait de la demi-mesure sur ce transfert portal avec leur nouveau coach, on peut le comprendre. Mais bon, eux en tout cas aussi, ils ont dépensé ce qu'ils avaient à dépenser pour donner une bonne équipe à Lane Kiffin et pareil, lui aussi, il y aura la grosse pression du côté de Bâton Rouge pour lui. Et enfin, en dernier, je voulais quand même mettre un D-tackle. J'ai pris Matin Ibirogba, qui vient de Wake Forest. Pas de quoi spécialement briller d'avoir été à Wake Forest. Je le mets lui, notamment parce qu'il a été recruté par des spécialistes de la position de D-tackle. C'est nos amis de Texas Tech, les Red Raiders, qui ont montré sur les transferts portales précédents que la D-line, ça les connaissait en termes de recrutement. Donc je pense que je vais aller leur faire confiance en me disant qu'ils ne l'ont pas recruté au hasard. Et je pense que c'est un beau massif plot au milieu de la D-line pour embêter les adversaires du côté de Texas Tech. Exactement. Alors, merci bien pour les gros bébés de la défense. On va passer cette fois-ci avec les linebackers. Donc, je vais m'y coller. Et donc, pour moi, je pense que le numéro 1 unanime, c'est Rashim Biles, le linebacker de Pittsburgh, qui part au Texas, qui aura la lourde tâche d'essayer de récupérer un peu le taf de Anthony Hill Jr., donc qui est parti en NFL cette saison. Comme Rosu l'a dit, l'a rappelé, Texas qui signale, qui se rend compte où il y a des besoins et ça recrute très bien à ce niveau-là. Pour rappeler brièvement ses stats, il a fini quand même à 39 plaquages solo, 4,5 sacs pour 2 interceptions. C'est quand même très propre comme stat.
Pittsburgh qui était très bon défensivement justement la saison dernière. Le numéro 2, j'ai Qua Russo qui était à Alabama. Donc lui qui a un peu moins joué, qui finit avec 7 plaquages solo et un sac, et qui décide de partir à Ohio State. Évidemment, Ohio State qui a perdu également de nombreux linebackers, dont Harvell Reese et Sonny Style, qui sont tous les deux partis, donc le premier aux Giants et le second aux Commanders. En numéro 3, j'ai décidé de prendre Cade Uluave, qui était à l'Université de California, qui avait fini avec 42 plaquages solo, donc 92 au total, 97 pardon, au total, c'est énorme, et 3 sacs, qui lui décide de partir à BYU. Le numéro 4, donc, c'est Sami Omosigo, qui était à Oklahoma, chez les Sooners, et qui lui décide de partir à UCLA au soleil californien. Et le dernier, il fallait citer un top 5, donc j'ai mis Elijah Barnes, qui était également donc, aux Longhorns, qui s'en va encore un qui part au Kentucky. Décidément, ils aiment bien partir à Kentucky. Lui, pareil, il a joué il a joué 2 matchs la saison dernière, donc c'était pas un élément très important de Texas, mais potentiellement, je suppose qu'il part à Kentucky pour essayer d'obtenir un petit peu plus de temps de jeu. Voilà. J'ai fait le tour par rapport à ça. Donc, on va passer directement au poste de cornerback. Avec, du coup, c'est pour toi, Bertrand. Oui, alors là, un top 5 qui me surprend un peu moi-même, mais à force d'en voir parler un peu partout, je vais faire partie de cette trend-là un petit peu. Sur les 2 premiers notamment, qui sont Rick Gibson III, qui part de Tennessee pour aller à Texas A&M, mais qui lui sort d'une saison quasi blanche parce qu'il s'est blessé quasiment toute la saison, mais qui avait fait une excellente saison 2024 avec les Volunteers. Donc un gros pari, mais voilà, il est annoncé partout comme un très bon joueur. Le deuxième, un peu la même configuration, qui est Jontez Williams, qui sort d'une saison un peu en demi-teinte avec les Cyclones d'Iowa State, et qui part à USC. Donc ça fera plaisir à notre ami RC d'entendre ça. Grosse saison en 2024, beaucoup moins en 2025. Mais du coup, voilà, qui se remet aussi, je crois, d'une blessure, et du coup, forcément, est fortement attendu. Mon troisième, on part de Smith Snowden, qui était à Utah Utes, et qui part du coup au Wolverine de Michigan, voilà, qui a fait aussi 2 saisons. Voilà, ça va être sa 4e saison, mais qui sort de 2 grosses saisons, 2024 et 2025. Le 4e, moi je suis parti sur Jaden Sanders, voilà, qui est un freshman qui était à Michigan, qui a montré, je trouve, de belles choses, et qui part aussi à Notre-Dame. Et on sait très bien aussi que Notre-Dame, en termes de corner, on est plutôt sur du costaud. Et puis le 5e, qui est, à mon sens, peut-être un peu trop coté, mais on va vite le voir, qui est du coup Beau Massot, part de Rutgers pour aller au Texas Longhorns, qui, pareil, est annoncé comme un des meilleurs corners de la QV. Mais bon, le problématique, c'est qu'il a joué à Rutgers et que c'est pas forcément. Alors, il sort de 2 grosses saisons, en 2024-2025. Là encore, les Longhorns recrutent de l'expérimenté. À voir si le passage de Rutgers aux Longhorns et à la SEC va pouvoir. C'est pas les mêmes receveurs en face. Ouais. Ouais, c'est le Big Ten quand même, Rutgers. Ouais. C'est la Big Ten aussi, mais voilà, ça reste les Rutgers. Voilà. On verra bien. Je pense, il a annoncé aussi très très haut partout. Moi, j'attends de voir. J'avoue que j'ai pas regardé un seul match des Rutgers l'année dernière, donc je suis un peu dubitatif. Bon, on verra bien. Ça va être sa 4e saison. J'espère qu'il apportera ce qu'on attend tous au backfield défensif aux Longhorns. Parce qu'on a perdu pas mal aussi. Hein. Oui. Avec le draft. Parfait, merci beaucoup Bertrand. Et donc du coup on va terminer ces postes avec le poste de safety. Et donc c'est Rosu qui s'y colle. Ouais, je vais commencer par Kawhi Parrish, qui passe de Minnesota à Oregon,
Oregon qui reprend un peu le même système qu'avec notre ami Dylan Tilleman, qui n'a pas fini chez les Vikings finalement. Donc, bon, on verra ce que ça donne. Un peu le même profil, c'est un peu rigolo parce que ça fait un peu mimétisme. En deuxième, j'ai sélectionné Boo Carter de Tennessee, qui avait fait quand même assez de parler de lui à Tennessee et qui rejoint Deion Sanders à Colorado. Tennessee qui a perdu pas mal de joueurs dans les top 5 qu'on a cités là. Donc, je pense qu'en défense, je ne sais pas ce qui s'est passé pour eux, mais ils ont perdu beaucoup de mecs. Ensuite, encore nos amis de LSU qui sont à la manœuvre, puisqu'ils Ils sont partout. ils recrutent Ty Benefield de Boise State. Donc, lui aussi, il va falloir qu'il se mouille un peu la nuque en changeant de Boise State à LSU. Mais on verra ce que ça donne. Ensuite, Earl Little Jr., qui lui est un joueur très expérimenté et qui part de Florida State pour aller à Ohio State. Donc lui, pareil, il fait partie aussi de ces moves de joueurs confirmés qui sont recrutés pour aller jouer le titre. Et enfin, un peu dans la même logique, Omar Thornton, qui part de Boston College pour rejoindre Miami. Donc voilà, encore une fois, on a nos usual suspects dans la liste des équipes qui accueillent, donc LSU, Ohio State et Miami, pour ne pas les nommer. Et c'est pour donner un indice pour la deuxième partie. Voilà, exactement. Donc, vous l'avez compris, là, on vient de vous faire au niveau des postes un peu les meilleurs joueurs qu'ils ont bougé. Et donc, maintenant, on va attaquer cette deuxième partie. Et là, cette fois-ci, on va vous présenter l'équipe qui, pour nous, a le mieux géré son transfert portal par conférence. En commençant donc par la conférence ACC. Du coup, je vais me donner directement mon choix. J'ai eu un peu de mal à trancher. J'ai décidé de partir vers Miami. Miami, alors j'ai vraiment regardé au niveau des apports les plus importants. Donc Miami qui récupère 4 joueurs annoncés 4 étoiles, dont Darian Mensah, qu'on a pu parler au début, le QB numéro 2 de ce transfert portal qui vient de Duke. Ils ont également récupéré Damon Wilson, le D-end de Missouri, D-end numéro 3 de ce transfert portal. Et pour citer rapidement un autre joueur, Omar Thornton, le safety numéro 4 de Boston College. En sachant du coup que Miami n'a perdu aucun joueur 4 étoiles sur ce transfert portal. Comme tu l'as dit, c'est aussi important de garder ces joueurs chez soi et qui ne décident pas d'aller sur ce transfert portal pour partir ailleurs. Du coup, je vais te laisser la parole, Bertrand. Si tu peux me citer du coup l'équipe que tu as choisie pour la SEC. Eh ben, j'ai hésité entre Miami et Louisville, donc pour pas faire comme toi, on va partir sur Louisville. Comme ça. Bon. Mais bon, voilà, Miami a quand même fait un gros coup sur le transfert portal. Voilà, Louisville a fait pareil. Hein. Ils ont perdu aussi pas mal de joueurs, un tout petit peu moins que Miami quand même. Mais ils ont recruté quasiment autant de joueurs et un peu plus, notamment ce qu'on appelle les 4 étoiles. Alors, on ne va pas citer tous les noms en tête, mais ils ont fait aussi un gros travail en sachant qu'ils partaient d'un peu plus loin que Miami. Donc, forcément, ils avaient un peu plus de recrutement à faire. S'il fallait en choisir un, c'est Miami, mais voilà, pour donner un petit peu d'ouverture au niveau des équipes. Les Cardinals de Louisville ont aussi fait un gros travail cette intersaison sur le transfert portal. Parfait. Donc du coup, vas-y, Rosu, je te laisse conclure sur cette conf. Ouais, moi, je serais plus ou moins d'accord avec Miami, mais bon, Miami, on va dire qu'ils ne jouent pas dans la même catégorie que les autres, d'une part parce qu'ils ont déjà un super rooster, et de deux, ils ont le blé, et de trois, ils ont en plus la réussite sportive en ce moment. Donc ça en fait quand même une destination qui est quand même super enviable. Donc bon, pour moi, ils ne boxent pas vraiment dans la même catégorie que les autres de SEC. Et puis, voilà, en termes de transfert portal réussi, Miami, c'est plutôt des additions là où ça manquait un petit peu. Alors qu'une équipe, je pense qu'ils s'en est très bien sortis, c'est Virginia Tech. Virginia Tech qui récupère le coach de Penn State, James Franklin, qui a aussi débauché pas mal de ses anciens petits protégés. Très gros recruteur, James Franklin, enfin très connu pour ça en tout cas.
Et donc là, Virginia Tech, et bah, lui, c'est pareil, il reprend un peu de zéro. Et je trouve que voilà, il a réussi à faire quand même beaucoup de recrues de qualité, sachant que le programme était un peu à la panade l'année dernière. Hein. S'il change de coach, c'est pas pour rien non plus. Et puis j'aime bien Virginia Tech en plus. Donc voilà, petit shout-out aux Hokies de Virginia Tech. On peut citer notamment Bryce Baker, le quarterback qui vient de North Carolina. Voilà, quelques mecs aussi assez jeunes de Penn State, Milaki Williams, Cortez Harris, etc. Quelques petits jeunes qui, je pense qu'il il a choisi ceux qui fitaient bien dans son état d'esprit et dans son mode de travail. Donc voilà, je pense que bien joué Virginia Tech. Parfait, bah, c'est cool. En plus, pour la première, on arrive à avoir 3 équipes différentes. Ça, c'est top. On va voir si ce sera le même pour la prochaine conférence. On va passer à la Big 12. À mon avis, ça va être compliqué d'avoir des équipes différentes parce que c'est quand même une conférence qui s'est pas hyper renforcée et qui a quand même perdu pas mal d'éléments. Je pense surtout à des équipes comme Colorado qu'on a pu citer ou même Kansas State, Cincinnati, etc. Moi, j'ai décidé de partir sur Texas Tech. Texas Tech qui récupère 4 joueurs 4 étoiles en ayant du coup 5 joueurs 4 étoiles, pardon, mais en ayant Brendan Sorsby, le QB, sans savoir s'il va vraiment être là ou non. Il récupère quand même Matin Ibirogba, le D-line numéro 1 de Wake Forest, et Austin Roman, le linebacker numéro 6 de Kansas State, pour ne citer que, en n'ayant perdu aucun joueur 4 étoiles. Je trouvais ça plutôt intéressant. Vas-y, on regarde de mémoire. Bertrand, si tu peux nous citer l'équipe que tu as choisie. Oui, alors c'est vrai que la situation du QB Sorsby, du coup, Sorsby est un peu compliquée. Ils ont fait enfin, un gros boulot, hein, clairement. Bon, je pense qu'il y a eu quelques chèques de beaux chèques de signés, donc forcément ça aide beaucoup. Après, s'il fallait en citer une autre, je pense que Houston aussi a fait quelque chose d'honorable en tout cas. Ils n'ont pas perdu tant de joueurs que ça, principalement que des 3 étoiles. Ils en ont recruté un peu plus et puis surtout ils ont pu avoir 4 étoiles, des 4 étoiles. Ils ont pu avoir 3-4 étoiles à recruter sur le transfert portal. Donc oui, ils peuvent aller essayer de titiller un peu Texas Tech, je pense, sur le terrain. Ça peut. Ils peuvent se poser en outsider, je pense, avec les renforts qu'ils ont pu faire à des postes qui étaient un peu en souffrance chez eux. Donc, ça peut être sympathique à voir. C'était potentiellement, je pense, les 2 équipes qui ont le mieux réussi dans cette conférence. Est-ce que Rosu va nous en trouver une troisième ou non? Eh bien, évidemment. Ah, Le problème, non seulement cette fois-ci, je ne suis pas autant d'accord sur Texas Tech que je l'étais sur Miami, parce que Texas Tech, d'avoir perdu le QB, ça fait quand même très mal, à mon avis. ouais, Donc potentiellement, beau dans c'est les pas stats de pour leur faute. l'instant qu'il est signé, mais en vérité, c'est qu'il n'a pas signé. Donc au final, s'il ne joue pas, ça leur fait une belle jambe. Et donc, je vais prendre Oklahoma State. Pourquoi? Parce qu'ils ont recruté pas mal de mecs assez intéressants. Et eux, c'est pareil, ils changent de coach et ils ont récupéré donc les mecs de North Texas, notamment, qu'on a cité avant, le quarterback et le running back. Le run. Mais bon, ils ont aussi pas mal de. Voilà, ils ont pas mal de moyens aussi, Oklahoma State. Donc, je pense qu'ils en avaient un peu marre Il était de se temps, faire, on va dire. de se faire laver. Donc, je pense que voilà, eux aussi, moi, on va dire que je privilégie le rebond grâce au transfert portal par rapport à rester fort, entre guillemets, un peu comme j'ai fait avec Virginia Tech. Donc, Oklahoma State pour moi. Et juste pour info, ils ont perdu 63 joueurs sur le portail transfert. Ils en ont recruté 54. Bon, je pense des joueurs un peu mieux d'ailleurs. Mais voilà, perdre 63 joueurs, on peut dire que toute l'équipe a changé quasiment. Ah, c'est clair. C'était le souk en même temps. Donc, La saison dernière était quand même plus que laborieuse. voilà, je pense qu'ils n'ont pas perdu grand-chose au change. Je pense qu'il y a aussi des gros problèmes, ne serait-ce que mentalement, se battre pour ses copains, c'était pas spécialement l'objet du truc. Et c'est aussi voilà, une des choses du transfert portal. Quand on joue avec que des mercenaires, ça tourne mal, ça peut tourner très mal. Tout à fait. On va avancer du coup sur la troisième conférence qu'on vous présentait, donc qui est la Big Ten. Je vous avoue que c'est la conférence où j'ai eu un peu plus de mal à départager.
Et j'ai décidé de partir vers Indiana. Indiana qui récupère 4 joueurs 4 étoiles, qui n'en perdent aucun, qu'ils ont perdu pas mal d'éléments importants à la draft. Vous le savez, c'est une équipe qui recrute quand même intelligemment. Ils ont été chercher Josh Hoover, le QB numéro 3 de ce portal qui venait de TCU, qui me plaît beaucoup au niveau du choix qui va le plus coller avec l'identité de cette équipe. Comme Rosu a pu le citer, ils ont également récupéré le wide receiver numéro 2 du portal, Nick Marsh, qui est le joueur un peu plus bling-bling de cette équipe, qui vient de Michigan. Ils ont également perdu Omari Cooper Jr. et Elijah Sarat, il me semble, qui a été drafté, je ne me souviens plus, mais bon, qu'ils ont également perdu. Et ensuite, ils ont récupéré Joe Brunner, qui est le O-line numéro 2, qui vient de Wisconsin. Également, donc du coup, un poste important qui va pouvoir protéger Josh Hoover la saison prochaine. Donc, je trouve un recrutement assez pas explosif, mais assez intéressant du côté d'Indiana. Bertrand, à ton tour. Et ben du coup, voilà, pour pas partir sur les champions en titre, moi je suis parti sur UCLA, qui a, je trouve aussi, fait un transfert portal assez impressionnant, sans forcément avoir des noms très très ronflants, même s'ils ont réussi à choper des gens de Notre-Dame ou voilà, enfin quelques-uns de Notre-Dame, un receveur de South Carolina par exemple, mais ils ont aussi beaucoup pris de joueurs de James Madison qui a fait quand même une belle saison l'année dernière, qui avait été on en avait parlé un peu. Surprise, et puis tout le monde en parlait un peu pour les playoffs et compagnie. Enfin d'ailleurs ils y sont allés de mémoire, je ne sais plus. Ils ont fait le premier tour, je crois. Voilà, ils ont fait le premier tour. Donc ils ont recruté pas mal de monde de James Madison et je trouve que ça peut être assez intéressant de suivre cette équipe-là l'année prochaine. Voilà, donc on va dire deuxième meilleure équipe et pour moi UCLA, voilà, qui a fait un bon recrutement. Parfait. Bah donc du coup, Rosu, à toi de nous annoncer ta troisième équipe. Pour le coup, j'ai l'impression que nos logiques se sont un petit peu inversées sur cette conférence-là. Moi, je partirais plus sur Oregon. Pourquoi? Parce qu'Oregon, c'est déjà une équipe qui a beaucoup de joueurs high school de très grande qualité. Donc c'est pareil, eux, ils n'ont pas tellement de choses non plus à changer. J'ai l'impression qu'ils ont un peu nettoyé la maison et se sont un peu renforcés. Sans être complètement définitif et sans parier mes économies sur le sujet. Voilà, je trouve que Oregon, ils ont plutôt eu tendance à prendre de la qualité. Donc, voyons voir ce que ça va donner, même si dans cette qualité-là, il y a un QB qui jouera peut-être pas. Donc, vraiment, je comprends pas ce choix, mais je sais pas, peut-être que tu avais des infos en inside là-dessus, mais. Ouais, s'il se pète la jambe, notre Moore, il serait pas content d'avoir pris un receveur en fait. Aussi, s'ils veulent jeter leur argent par les fenêtres, je pense qu'il y a quand même d'autres besoins à prendre en priorité. Mais sinon, Ohio State aussi un peu dans la même veine, hein, mais là c'est pareil, c'est plus des équipes qui recrutent pas spécialement beaucoup parce qu'ils ont déjà pléthore dans leur effectif de base et qui recrutent de qualité pour aller gagner. Exact. Et donc voilà, donc pour terminer, évidemment, on termine avec la conférence la plus intéressante, la SEC. Je ne vais pas citer Texas parce que je sais qu'on a eu Bertrand le fera par la suite. Donc je vais vous parler pour moi de l'équipe qui, je pense, a le mieux réussi au global son transfert portal. Donc c'est LSU. Qui récupère quand même 2 joueurs 5 étoiles, donc avec Sam Leavitt le QB numéro 1 d'Arizona State. On l'a évoqué juste avant. Et le D-end de Prince Will, son nom de famille, Ouman Millen, qui vient de Ole Miss. Très très bon choix également. Pour le reste, il récupère le tackle numéro 1, Jordan Seaton, que Bertrand a pu évoquer aussi, qui vient de Colorado. Il récupère Ty Bensfield, le safety de Bone State, que Rosu a pu également citer. Il récupère aussi donc le O-line numéro 3, Devin Harper, qui vient d'Ole Miss. Il récupère 2 QB, le QB numéro 7 aussi de USC Longstreet. Donc ils ont fait un gros taf sur ce transfert portal. On verra si autant de nouveaux éléments
sera pas compliqué un peu à mettre en place au niveau de l'alchimie, mais on verra ce que ça peut donner. En tout cas, si on reste sur la partie transfert portal, pour moi, c'est l'équipe qui a mieux réussi à ce niveau-là. Donc vas-y Bertrand, je te laisse nous parler du Texas. Oui, alors moi, de toute façon, on est d'accord. Enfin, pour la peine, je suis d'accord avec LSU. Après, c'est voilà, dans l'optique de changement de coach, tout ça, forcément, a une activité très importante sur le transfert portal. On verra si toutes ces additions et si Lane Kiffin arrive à faire marcher tout ça. Effectivement, voilà, s'il faut parler de Texas, allons-y. Ils ont fait aussi un très bon recrutement sur ce transfert portal. Cal Coleman, on en a parlé tout à l'heure. Les deux running qui vont être là aussi pour faire du mal et faire du sale, on espère en tout cas. On s'est aussi pas mal renforcé sur la ligne offensive, ce qui pêchait un petit peu. Voilà, on a en tout cas finement. Alors, je sais ce que Rosu va dire avec un petit chéquier derrière, mais en tout cas, finement remplacé là où on avait. Finement, effectivement, je ne sais pas si c'est le mot. Ouais, c'est pas finement. Les chèques sont fins, mais le chiffre est épais, on va dire ça comme ça. Mais voilà, je pense que c'est une bonne stratégie. C'est une stratégie de all-in. Clairement, on joue tout sur cette saison-là. Si on ne va pas en play-off, c'est clairement la fin du monde. Et l'ambition est d'aller faire le titre. Et ils ont fait un transfert portal qui va avec ce titre-là. Enfin, en tout cas, ces ambitions-là. Exactement. Et le mot qui résume très bien, c'est étonnant parce qu'en plus, ça vient de la bouche de Rosu, mais c'est que clairement, ils ont recruté là où il y avait besoin, ils ont identifié le besoin, on les avait tous identifiés, que ce soit la course, la ligne offensive. Ils perdent l'un des meilleurs linebackers du pays, ils récupèrent le meilleur linebacker présent sur le transfert portal. Alors, on sait que les Longhorns, ça reste quand même intéressant et attractif de venir jouer là-bas. Même si, parce que tout le monde peut mettre des chèques aussi, donc c'est quand même ultra intéressant le recrutement qu'ils ont fait. On sait qu'il y a Arch Manning en plus qui sera en saison 2 en tant que titulaire. Voilà, en tant que titulaire, donc ce sera la deuxième saison pleine qu'il va pouvoir faire en tant que starter, avec de nouvelles armes, des joueurs différents sur la ligne qui vont pouvoir le protéger, un nouvel receveur numéro 1, des nouveaux runs, donc on a hâte de voir ce que ça va donner la saison prochaine. Rosu, tu veux conclure sur cette SEC en South Carolina? S'il faut en choisir un, on va dire LSU comme toi, voilà, par le nombre, etc., de grosses recrues, donc LSU à mon avis loin devant. Mais moi, je voudrais quand même souligner voilà, les différences de stratégie qu'il peut y avoir entre les différentes équipes. Donc on a LSU, c'est quand même beaucoup de changements dans LSU, donc qu'est-ce que la mayonnaise va prendre, ça va être encore à voir, pas évident. Il y a des équipes comme par exemple South Carolina qui ne payent pas tellement de mine sur le portal. Bizarre. Ouais, c'était bizarre, mais juste pour souligner que c'est une autre stratégie, c'est-à-dire que South Carolina, qui n'est pas non plus l'équipe la plus hype de la ligue, qui a fait une saison de merde l'année dernière à 8-4, et ben en fait, ils se retrouvent à garder tous leurs meilleurs joueurs. Par exemple, Sellers, par exemple, Dylan Stewart, des joueurs à qui on a proposé des énormes chèques, c'est sûr. De fait, d'avoir réussi à les garder, personnellement, je trouve ça top. Après, voilà, sur les recrutements, je pense qu'ils ont aussi un peu identifié là où ils avaient besoin. C'est plutôt pas mal fait. Sur la ligne offensive, ils ont pris beaucoup de mecs super expérimentés. Donc, voilà, changement de stratégie à ce niveau-là. Donc, on va voir ce que ça vaut. Mais moi, je trouve que, voilà, typiquement, une équipe qui, ne serait-ce que d'avoir gardé ses joueurs, c'est déjà une grande victoire. Voilà, South Carolina en est une. Et la deuxième que je voulais citer, c'est un peu Kentucky aussi. Kentucky qui étaient au fond du trou, qui ont quand même réussi à recruter pas mal de mecs, malgré qu'ils étaient au fond du trou. Donc chapeau à eux quand même, c'est pas mal. Ils se retrouvent à être dans les rivaux tous les ans de South Carolina, donc j'espère qu'ils ne vont pas y arriver. Mais en tout cas, pas mal vu. Et enfin, troisième point, juste pour finir, je voulais mettre en avant Georgia, qui est, on va dire, la plus mal classée dans les rankings sur le transfert portal. Juste pour dire que voilà, Georgia, eux, ils sont mal placés sur le transfert portal parce qu'il n'y a peu de personnes, parce qu'ils ont déjà ils ont déjà tout ce qu'il faut. Ils ont pas besoin. Des monstres. Ils ont déjà 3 équipes, donc te dire. Transfert portal. Donc tout ça pour dire que le transfert portal, ça vaut aussi ce que ça vaut. Voilà. Mettre Georgia dernier du transfert portal, ça me fait un peu rire. On verra s'ils sont derniers de la SEC, ça me donnerait. Voilà, exactement. Et donc,
Là, c'était comme tu l'as dit, et tu as très bien dit au début de ce podcast, on vous a vraiment présenté les équipes qui ont le mieux agi au niveau du transfert portal. Par la suite, quand la saison va commencer à approcher, on vous fera notre habituel preview au niveau des conférences. Et là, on pourra rentrer un peu plus dans le vif du sujet au niveau du roster, au niveau de ce qu'on prévoit pour eux la saison prochaine. Et ce sera un peu plus intéressant à ce niveau-là. Là, c'était vraiment pour vous faire un podcast un peu différent. En tout cas, merci à vous de m'avoir accompagné sur ce sujet. On a passé une petite 1h30 ensemble, c'était très cool. J'espère qu'on a été bien précis et qu'on a pu vous présenter un maximum de joueurs possibles. Comme d'hab, on a hâte de voir si les plus joueurs qu'on a cités vont être performants ou alors ils vont totalement passer à travers de leur saison la saison prochaine. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un prochain podcast. Merci à vous et une très bonne journée, très bonne soirée selon à l'heure où vous écoutez ce podcast. Salut, ciao, ciao. Salut à Ciao tout tous. le monde.